Bienvenue à tous dans le débat du soir. Il y a quelques semaines, mesdames et messieurs, le 21 juin 2025, de graves allégations de détournement présumé de fonds concernant les projets d'investissement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie ont été publiquement formulés par monsieur Paulin Akponan, alors ministre de l'eau et de l'énergie. Ces accusations ont alimenté un climat de doute et d'incertitude quant à la gestion de projets vitaux financés par le gouvernement dans le but de l'amélioration des conditions de vie de population. En réponse à ces préoccupations, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, HCPC, a diligenté une mission de vérification des projets d'investissement afin de faire toute la lumière sur ces accusations et d'évaluer l'efficacité et la transparence de la gestion des ressources publiques dans ces secteurs vitaux. Les conclusions de cette mission de vérification ont été rendues publiques ce jeudi 7 août 2025 et un peu comme le mea culpa du lanceur d'alerte, les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la commission AICPC. On appelle ce soir avec en seconde heure une innovation de l'ANIP qui permet aux électeurs de consulter assez tôt leur centre de vote afin de faire au besoin des modifications. Pour le débat ce soir, trois invités comme d'habitude. Je suis avec monsieur Aimé Juste Desfodji. Il est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Madame Angèle. Bonsoir chers amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver. Un plaisir. Julien Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous et bonsoir aux amis co-débatteurs. Et enfin, Sergino Lokosu, qui est journaliste. Bonsoir Sergino. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous. Une première sur la télé. Disons, merci. Dans sa nouvelle version. Ouais, merci d'être là. Allez, chez débatteurs, j'ai planté le décor. De premier sujet, le rapport de la commission ICPC a rejeté les allégations de détournement de fonds au ministère de l'énergie et de l'eau, sans grande surprise, au vu du mea culpa de monsieur Akponan après sa destitution ou plutôt son limogeage du gouvernement, c'est Gino Lokosu. Destitution, limogeage, éviction du gouvernement. En tout cas, on sait qu'il n'est plus dans le gouvernement. Moi, j'ai été surpris par les conclusions de HPC. Qu'est-ce qui vous a surpris? Ce qui m'a surpris, c'est que voilà un ministre de la République qui avance des allégations, qui fait des affirmations et au final, il s'avérait que ces allégations, ces déclarations ne sont pas fondées. Et je crois que c'est inquiétant. Inquiété dans la mesure où on se dit, mais pourquoi il a tenu ses propos? Et quand vous voyez la vidéo, il était quand même, il dégageait une certaine assurance quand il disait, enfin, quand il accusait, il parlait de siphonnage. Il a utilisé des mots bien précis pour décrire des mots. Il a utilisé des mots MOTS pour des mots MAUX. Donc je pense que si ça se passe comme ça dans la République avec un chef d'État que nous connaissons très bien, on se dit, mais pourquoi il a dit? Est-ce qu'il a dit pour faire mal au régime? Est-ce qu'il a dit pour faire mal enfin, à l'ancien ministre? En tout cas, ce que nous savons, c'est que on nous dit qu'il n'y a pas eu siphonnage dans ses excuses, oui, qui s'est basé sur l'ancienne. Je ne refuse pas. Écoutez, on ne peut pas quand même se baser sur des ressentis pour affirmer ces genres de déclarations, surtout que ça vient d'une personnalité. Et la parole, on l'a enseigné à l'université que c'est un test de mesure de la personnalité. Et donc quand une autorité en vient à faire des déclarations comme ça et qu'au final on dit que c'est de fausses déclarations, et moi je me dis parfois il faut quand même essayer de se retenir quand on est à un certain poste de responsabilité. Donc, il n'a pas su se retenir. L'autre chose qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que c'est quand même grave ce qu'il a dit. C'est vrai que vous allez me dire qu'il y a eu des situations atténuantes, c'est-à-dire... Oui, justement, c'est-à-dire qu'il a fait son mea culpa, il a présenté des excuses au gouvernement et puis même à son parti politique et tout. Moi, ce que je dis, c'est que quand ça vient comme ça,
il faut quand même que les responsabilités soient situées. C'est vrai qu'il n'y a rien eu, mais il a fait une déclaration. Pourquoi il a tenu ses propos? Il faut quand même essayer d'élucider un certain nombre de choses pour permettre au peuple de comprendre. Parce que quand c'est fait comme ça, quand on laisse ça comme ça, c'est comme si nous sommes dans une république des uns et des autres. Quelqu'un peut venir, qu'il soit ministre de la République ou pas, pour dire des allégations devant, sur la place publique, et puis finalement il présente des excuses et on met en place une commission qui vient dire que c'est faux. Moi je pense que nous sommes dans un... Oui, la commission, la commission a évacué le sujet. La commission a travaillé, mais ce que je dis, c'est que c'est des faits, suffisamment graves à mon avis, dans un état où on dénonce un certain nombre de choses, où on est contre un certain nombre de choses. En tout cas, dans le débat, on reviendra sur les implications. Vous êtes surpris de ce rapport, de cette conclusion. Vous êtes surpris, Julien Kitty, ou c'est sans grande surprise? Non, depuis le début, je me suis préparé à ne pas être surpris par les conclusions de la commission d'enquête, de l'enquête du Haut Commissariat à la prévention de la gouvernance, de la corruption. Je me suis préparé à ne pas être surpris parce que se préparer à être surpris ou bien être surpris supposait que, donc, en amont, on avait des idées préconçues sur l'issue de cette enquête. Non. La commission d'enquête n'avait pas pour objectif de venir nécessairement déclarer qu'il y a eu siphonnage de fonds publics. Je vous l'ai dit, on avait fait un débat là-dessus ici, et je vous avais dit que l'utilité de cette enquête, c'est quoi? Elle est ouverte par une structure qui est rattachée à la présidence de la République. En d'autres circonstances, dans d'autres États, on aurait assisté à une option où le gouvernement ne va pas vouloir qu'on fasse la lumière sur ces choses. Ensuite, j'avais dit le jour là que les cadres techniques qui vont donc constituer cette commission d'enquête, qui vont faire le travail, n'auront pas la possibilité, à l'ère du numérique aujourd'hui, avec le développement des moyens pour savoir réellement ce qui s'est passé, ils n'auront pas la possibilité de camoufler des choses si réellement il y avait eu cette situation. Et je finissais en vous disant que il ne faut pas non plus, dans l'opinion, qu'on conditionne ce travail pour obliger une commission à nécessairement venir nous dire que oui, il y a eu siphonnage de fonds, alors que ça n'existe pas. Je crédite cette commission d'un minimum de bonne foi, mais ce à quoi je ne m'attendais pas à 100%, c'était que cette commission d'enquête, ou bien que le Haut Commissariat lui-même rende public le contenu des résultats de sa commission. Parce que le rapport pouvait être, et certainement a été déposé au gouvernement, qui décide de ce qu'il en fait. Et dans son obligation de donner l'information publique au peuple, le gouvernement peut prendre le temps qu'il lui faut pour pouvoir rendre public ces conclusions-là. Le gouvernement pouvait même décider de dire, ok, je prends ce rapport, je le mets à la disposition de la justice qui est, d'une manière ou d'une autre, saisie pour connaître de cette affaire, et quitte à la justice d'en faire usage quand il voudra. Et donc le citoyen lambda ne pourra pas, dans le timing voulu, avoir les informations là. Mais je pense que le gouvernement a encore choisi délibérément d'être transparent sur le coup et de ne pas tarder à donner cette information. Parce qu'il s'agit de l'argent supposé destiné à donner de l'eau aux populations. On voit combien de fois le chef de l'État, on l'a encore vu la fois dernière lorsqu'il rencontrait les jeunes béninois, comment il insiste sur la nécessité de bien gérer les fonds collectés auprès des citoyens, surtout pour donner de l'eau, pour donner de l'électricité et autres là. Que dans ce gouvernement, sous cette gouvernance-là, qu'on soupçonne encore que ces fonds sont dilapidés, c'est préoccupant. Donc un gouvernement responsable fait tout pour que l'information soit rendue publique. Et donc, je prends acte simplement des conclusions de cette enquête, mais j'insiste pour dire que juridiquement, ça ne change rien à la procédure qui pourrait continuer au niveau de la justice, parce que, sauf retournement de situation,
c'était formel et dit officiellement que M. Adambi, l'ancien ministre de l'eau, avait été en justice contre donc ce M. Akpona qui l'aurait visé vraiment à travers ses déclarations. Mais il se fait, pour le chroniqueur politique que je suis, quand j'observe les faits et gestes qui peuvent donc permettre de deviner l'issue de tout ça, j'observe qu'il y a eu des voix non négligeables qui ont appelé à ce que Adambi aussi mette de l'eau dans son vin et que la paix revienne entre deux braves soldats d'un même parti politique qui visiblement voulait se régler des comptes, ou un autre challenger politique du même parti qui voulait par procuration régler des comptes politiques à Dambi en conduisant, en prenant dans cette situation. Mais de plus en plus, les dernières informations que j'ai pas encore vu les images. Akpona et Adambi se seraient retrouvés dans l'espace où on rendait compte de tout ça. Bon, est-ce que cela présage de... Très bien, merci de me le confirmer, Madame la journaliste. S'ils étaient là, tous deux là, quel était l'objectif? C'est-à-dire que moi... d'écouter la finalité de la commission. Non, attendez. Je reviendrai peut-être. Non, c'est un facteur sur lequel il faut qu'on revienne. On revient là, dans un instant. Non, ça ne doit pas être anodin, ça. Non, dans un instant, oui. Mais juste, Defodji, est-ce que ce rapport de la commission ICPC vous paraît suffisant pour qu'on puisse passer à présent à autre chose concernant ces allégations de M. Akpona, allégations sur lesquelles il est très vite revenu après dans son mea culpa? Je répondrai par l'affirmative, tout simplement parce qu'il y a eu des précédents. Vous savez, M. Kitty l'a évoqué tout à l'heure, on a un gouvernement en place qui met en honneur la bonne gestion des finances publiques. Et on a eu des précédents par rapport à la DGI, même par rapport aux mairies, avec les secrétaires exécutifs des mairies, ou même des directeurs d'école qui ont détourné des fonds, des proches de talents qui ont été mêlés à des situations données, se sont retrouvés directement devant la justice. Donc on peut témoigner de cela par rapport à ce gouvernement, que lorsque des situations de malversation financière se sont présentées, chacun a répondu devant la justice, sauf peut-être ceux qui ont eu vent et ont quitté le pays bien assez tôt. Donc on ne dira pas que le gouvernement Talon n'a jamais poursuivi un membre du gouvernement ou un partisan dans des situations de mauvaise gestion publique, et donc cela est à l'actif du gouvernement. Et en plus, cette commission a pris le temps d'apporter des éléments clés, et ces éléments ont été présentés devant les partenaires du Bénin en termes de lutte contre la corruption, en termes de financement, ou les banques partenaires par rapport au financement obtenu par le Bénin pour pouvoir installer ou fournir de l'eau potable à la population paraguaise, fournir de l'électricité. Donc ce sont des éléments suffisants qui pourront rassurer le peuple béninois du fait qu'il n'y a pas réellement matière à s'inquiéter par rapport à la gestion des fonds publics au ministère des Mines, précisément en ce qui concerne Paraco. Moi, je tiens à ce que la procédure judiciaire puisse aller jusqu'à son terme, parce que la question se pose véritablement. Monsieur Akpona n'est pas n'importe qui, c'est un expert comptable attitré. Et donc, si il prend un poste, ce n'est pas forcément le cas, mais s'il se permet publiquement d'utiliser des mots forts, on l'a évoqué, on a parlé de siphonnage, on a parlé de détournement de fonds publics, on parle là de milliards, on parle de 31,6 milliards quand même. Le rapport dit qu'il n'en est rien. Le rapport dit qu'il n'en est rien, mais dans ce cas, il doit pouvoir nous expliquer les raisons qui l'ont amené à pouvoir s'exprimer de telle sorte. Bien. Parce que quand on est investi dans certains pouvoirs, quand on est appelé à gérer une nation, quel que soit le poste de responsabilité qu'on a, on est engagé par ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et donc, c'est un peu comme vous, journalistes, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Maintenant, si vous faites un commentaire, il faut savoir s'assurer de ce que vous dites. Et donc, c'est exactement le cas. Ce n'est pas que je me réjouirais que Monsieur Akpona soit condamné. Bon, d'accord. Ok. Alors, Sergino Lokossi, vous qui êtes surpris, est-ce que vous attendez alors que le rapport de la commission parlementaire, en tout cas cette commission qui enquête toujours, dise le contraire? Il ne s'agit pas de qui doit dire le contraire ou qui doit approuver, mais ce que je dis, c'est qu'il faut quand même que dans un état de droit, c'est vrai que la commission a fait ses enquêtes sur des éléments précis.
sur des éléments qui ont pu lui donner la conviction de ce qu'il n'y avait rien. La commission n'est pas la justice. Et je crois, et ma profonde conviction, c'est que ces propos qui viennent de quelqu'un qui occupait un poste de responsabilité, un poste de ce niveau-là, et qui se permet, je pense qu'aucun zèle ne justifie ces genres de propos. Et si ça se fait, ça veut dire que demain, un ministre de la République peut se lever et dire des choses sur un ancien ministre, revenir pour donner des excuses, on met en place une commission, et la commission peut faire les travaux, faire ses enquêtes et finalement conclure qu'il n'y a rien. Je ne refuse pas, je ne nie pas, je ne décrédibilise pas ou je ne mets pas en doute les travaux de la commission, mais c'est ce que je dis, c'est que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, ce sont les lois qui gouvernent, et que qu'est-ce que la loi a prévu dans ce sens? Il faut que la sanction soit appliquée, que vous soyez prince ou roturier, vous êtes égaux devant la loi. La loi a ce caractère impersonnel, elle s'applique à tout le monde, et je pense que pour donner l'exemple, dans un régime comme le nôtre, qui est en train de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, l'impunité, le non-respect des tests, tout ça là, et le système en place s'illustre contre ces genres de choses. Vous voyez le nombre de personnes qui ne partagent pas la même pensée que le gouvernement actuel, et qui se permet le luxe, le vilain, je me permets de qualifier ce luxe-là, de décrire des insanités sur les réseaux sociaux, de rentrer dans le même genre pratiquement que ce ministre-là dit des choses qui ne sont pas conformes, il se retrouve devant la justice. La preuve, il y a beaucoup d'opposants qui sont devant la criette par rapport à un certain nombre de déclarations sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que si on le fait pour les opposants, il faut le faire également pour d'autres personnes qui soient de la majorité présidentielle ou qui sont appelés à donner des exemples. Mon co-débatteur l'a rappelé, quand vous êtes investi de cette mission-là, vous devrez quand même vous retenir de faire un certain nombre de déclarations. Je ne nie pas ce que la commission a fait, mais ce que je dis, la commission n'est pas la justice. Il faut quand même que, même s'il y a le pardon, même si il s'est excusé et tout, je pense que nous sommes dans un état de droit. Il faut que les lois soient appliquées. Il faut que, c'est vrai, Monsieur Kitty l'a rappelé, c'est peut-être ils veulent faire la paix. Je ne sais pas si les jours à venir, l'ancien ministre va se dessaisir, va retirer sa plainte. Mais ce que je sais, dans de pareilles circonstances, il faut que la loi soit appliquée quand on veut donner l'exemple. Et l'exemple, ça doit venir du camp de la mouvance pour que ceux qui sont autour, ou ceux qui vont tomber sous le coup de la loi, que la loi soit appliquée. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Je ne suis pas contre ce qui a été fait, mais je dis que c'est vrai, la commission a produit, a fait une enquête, et les conclusions de l'enquête ont révélé qu'il n'y a pas siphonnage. Mais on ne peut pas utiliser ces mots forts-là et qu'on nous dise que ouais, il n'y a rien, que bon, il est blanc sain, quoi. Vous en appelez à ce que la justice se saisisse du dossier. Évidemment. Et que bien évidemment, cette assignation puisse poursuivre également. De toutes les façons, vous voulez écouter M. Akponan sur ce qu'il a amené à dire ça. Julien Kitty, je vous rassure. Nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des magistrats. Donc, vous êtes des citoyens quand même. Nous sommes des citoyens, mais on voudrait bien que notre pays, qui est un état de droit, un état démocratique, un état qui est gouverné par les lois et non pas des hommes, et que les lois soient appliquées. Et si quelque chose est prévu dans le droit positif béninois, que la sanction lui soit appliquée. J'ai noté. Allez, Julien Kitty, je vous rassure que les deux ministres, ex-ministres, j'allais dire, étaient à cette conférence de presse. Ils ont même laissé une poignée de main, en tout cas, ils se sont salués, la photo a circulé. Et vous vous interrogez, je veux comprendre le fond de cette interrogation, du pourquoi ils y étaient. Oui, je ne voudrais pas me montrer naïf pour croire que ça a été fait de façon anodine, ou que Paulin Akponan et Sam Seydou Adambi se sont croisés dans cette salle fortuitement, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne savaient pas qu'ils seraient ensemble là. Ensuite, quand ils se sont vus là, quand ils ont décidé de se serrer les mains, aucun geste, et ça de façon péremptoire, hein, pour ce que je sais de la communication politique, de la stratégie en communication politique, que c'est pas anodin. Et quelques facteurs quand même pour pouvoir renforcer ma conviction dans cette thèse-là que je développe, c'est que les deux sont de même parti politique. Oui.
Ce qui s'est passé, le problème, les dégâts que les déclarations de Akpona Aparakou ont causé, ils l'ont causé également au parti politique, le Bloc républicain, auquel les deux appartiennent. Donc, il y a le volet, le département politique de la question qui est géré par le parti. Et le parti, à quelques encablures d'une élection présidentielle, a besoin donc d'afficher un certain retour à la cohésion. En plus, les deux là n'avaient aucune obligation administrative, juridique et même politique d'être présents là, parce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'a pas obligation, selon ces tests, d'inviter les protagonistes dans une polémique, parce que les deux, Akpona et puis Adambi, on ne nous a pas encore donné les éléments du procès qui les conduit au tribunal. Et la salle où le Haut Commissariat faisait son compte rendu n'était pas un prétoire. Donc, ça n'a pas cette solennité qui fait obligation juridique à ces deux-là d'être là. Mais s'ils sont là, c'est forcément parce qu'ils veulent dire, ok, pour tous ceux qui ont intérêt à nous voir nous tirer dans les pattes parce qu'il y a eu cette situation, nous sommes en train de régler notre affaire. Et cela fait une suite logique à la démarche de Akpona, qui dans son communiqué, lorsque il a décidé de se rétracter et de venir présenter des excuses, il en a présenté au chef de l'État, au gouvernement et à Sam Adambi, qui s'est vu visé. Et ça veut dire quoi? Akpona, s'il lui était demandé, et certainement quand il a été devant le procureur, il a dû demander à ce que Dambi lui accorde sa clémence et qu'il retire sa plainte. J'ai vu des... C'est rien puisque le procès, en tout cas, l'audience a été reporté. Bon, lorsque vous demandez pardon à quelqu'un et vous dites que ce que vous avez dit là et qu'il a diffamé n'est pas fondé, je suppose que quand vous êtes devant le tribunal en face de lui, on vous donne la parole. 9 fois sur 10, il y a 900 sur 10 que vous lui représentiez ces excuses-là. C'est pourquoi je dis on peut en déduire ainsi. Et des ténors du Bloc républicain sont montés au créneau pour demander à ce que Sam Adambi retire sa plainte et que la paix revienne. Et donc, que les deux s'affichent là, c'est une manière de dire la paix est revenue, ou tout au moins nous sommes prêts à aller vers la paix des braves. Et pour tous ceux qui comptaient sur, et ça mes co-débatteurs tout à l'heure sont allés sur cette piste également, faisons attention. C'est Sam Adambi qui a décidé de porter plainte parce qu'il s'est senti personnellement diffamé. Il n'était pas là pour défendre la République. Il n'était pas là pour porter plainte contre Akpona au nom du gouvernement qui par ailleurs également, dont la gouvernance aussi est choquée par ces déclarations-là. Je n'ai pas encore vu de plainte du gouvernement, mais le gouvernement a pris des mesures, des sanctions administratives contre Akpona. Et le chef de l'État était dans son rôle, donc, d'enlever Akpona du gouvernement. Et je pourrais dire qu'il y a eu des sanctions politiques également parce que le bloc républicain a désavoué publiquement Akpona. Donc, il y a eu sanctions administratives, sanctions politiques. Ne demandez pas plus aux politiques de venir nourrir surtout les adversaires politiques qui, eux, veulent récupérer l'affaire, parce qu'au Parlement, observez très bien, ceux qui ont réclamé commission d'enquête parlementaire, ce sont les opposants. Alors, je finis en disant que, sur un point que vous abordiez, le compte rendu des conclusions de l'enquête menée par le Haut Commissariat à la prévention de la gouvernance ne tient pas le Parlement, mais on peut supposer que il y a de fortes chances que le Parlement, la commission d'enquête parlementaire, n'aille pas découvrir autre chose que ce que la commission du Haut Commissariat a dit. Et une fois encore, si demain, Sam Adambi maintenait sa plainte, malgré ce que j'ai vu là, ce que vous confirmez, et qui pour moi, chroniqueur politique, signifie qu'il n'y a plus rien à espérer à ce niveau pour ceux qui ont intérêt à ce qu'il y ait bagarre judiciaire entre Akpona et Adambi, c'est fini.
ils vous l'ont dit. C'est ça la communication politique. Parfois, on peut ne pas parler et les images suffisent pour vous dire c'est bon, vous pouvez vous taire maintenant. Bon, que les opposants qui ont envie de récupérer ça, le gouvernement aussi leur a envoyé leur message, son message à travers le Haut Commissariat qui a fait ses enquêtes et qui a dit il n'y a pas eu siphonnage. Bon, si c'est la justice qui va s'auto-saisir de l'affaire, je ne sais pas sur quelle base. La justice aussi va s'auto-saisir. Mais tout cela, comme la loi le permet, on attend de voir. Donc, débat clos. En tout cas, techniquement, pour vous, débat clos. Techniquement, débat clos. Politiquement, débat dynamité. Les opposants ne pourront plus y tirer grand chose. Oui, juste un mot de oui. La paix des braves pour vous également, à travers ces images qu'on a vues circuler entre M. Akpona et M. Adambi. Heureusement ou malheureusement, je crois bien que M. Kitty a raison, parce que déjà en coulisses, il y a eu des tractations, il y a eu de la médiation pour que les choses puissent se calmer. Donc sur ce point, et à les voir ensemble en train de se saluer, en train de se serrer la main, assurément que la plainte peut-être est déjà retirée ou sera retirée d'ici là. Maintenant, ça ne rend pas service vraiment à M. Akpona, selon moi, pour la simple raison que sa crédibilité est désormais remise en cause, au fait. Que ce soit sur le plan politique ou même de sa spécialité. On va se demander les données ou les prochaines analyses qu'il fera. Quand il sera prochainement peut-être dans une posture d'opposant et quand il va apporter des données, est-ce qu'on pourra croire? On va lui rappeler le passé qu'il fait des affirmations et quelques jours après, il se rétracte et qu'il revient sur ses propos et qu'il demande pardon et qu'il n'est pas quelqu'un de crédible à qui on peut faire confiance. On attend que ça arrive d'abord. non mais oui, vous avez la parole. Non, attendez qu'il finisse rapidement. Oui. C'est exactement ce qui va se passer. C'est l'interprétation de l'opposition ou même de la mouvance ou des partisans de M. Adambi. Ce sont les arguments qu'ils vont utiliser demain s'il faille faire campagne en interne pour pouvoir obtenir des postes ou des positionnements donnés. Mais il ne faut pas oublier, je ne sais pas si l'enquête se poursuit, mais il y a la commission d'enquête du Parlement qui est en branle, donc qui pourrait également apporter ses conclusions et on verra bien si ça confirme les résultats du Haut Commissariat du HCPC et si éventuellement le gouvernement pourra se saisir de ce rapport-là pour intenter une action également. Oui, c'est Gino. Je pense qu'il ne faut pas forcément ou seulement voir le problème sous l'angle politique. Si on le voit sous cet angle-là, on dira qu'il y a eu paix des braves entre deux militants d'un même parti politique. Mais au-delà des partis politiques, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance, on parle de siphonnage. On parle du contribuable béninois qui n'est pas forcément dans un parti politique. Donc je pense qu'au-delà de la coloration politique, il faut quand même aller au-delà pour montrer que c'est l'argent du peuple. Et le peuple, tout le monde n'est pas censé rester dans un parti politique. Il y a des gens qui ne sont d'aucun parti politique. Je pense que la situation, c'est vrai, elle est gérée au sein des partis politiques, mais au-delà des partis politiques, il faut quand même que le citoyen puisse avoir quand même les vraies raisons qui ont motivé un ministre de la République, parce qu'il était ministre quand il a fait ces déclarations-là. Un ministre de la République a fait ces déclarations. Si on le fait ainsi, dans 10 ans, deux ministres, enfin, un ministre en poste et un ministre qui n'est plus en poste, qui sont de même parti politique, il peut avoir ces genres de choses et on va nous parler de jurisprudence. Et on parle de siphonnage. Et donc, je pense que c'est vrai que la commission a parlé. La commission n'est pas la justice. Moi, je ne mets pas l'huile sur le feu, mais je voudrais quand même que nous puissions montrer exemple qu'au-delà de ce que ça a été réglé. Oui, il paie des braves et tout, mais il faut quand même qu'on retient que dans ce pays, un ministre en fonction a dit des propos, a sorti des propos suffisamment grave et même le gouvernement en le sortant enfin le chef de l'État en le sortant du gouvernement, le porte-parole a dit c'est pour qu'il se mette à disposition de la justice pour pouvoir expliquer ces genres de choses. Donc je pense que oui, la commission a travaillé, oui, les deux se sont serrés la main, mais ça ne fait pas droit. Je souhaite que mon très cher ami Lokossou comprenne que on n'est pas en train de... L'erreur, c'est de penser qu'on est en train de dire que quand c'est réglé au sein du parti politique, c'est pour empêcher que la justice fasse son travail. Non, pas du tout. Mais le dossier a des implications à tous les niveaux. Il y a les implications au plan judiciaire, il y a les implications politiques. Donc les politiques, entre eux là, ont exercé leur droit le plus absolu
de dire on se tire dessus, le lendemain de dire on se serre les mains, et par enchantement, on vient s'afficher nous deux, là où le Haut Commissariat à la prévention de la corruption vient dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour vous dire, pour moi, là, j'ai la conviction désormais que les politiques sont venus dire au peuple, nous, on a réglé notre affaire entre nous. Et aucune disposition légale n'oblige un citoyen à aller porter plainte pour dire à Dambi et puis à Kona ont commis un crime en s'entendant entre eux. Non, attendez, entendez-nous bien. Ça c'est politique. Là, je parle des déclarations, en fait. Maintenant, les déclarations, vous voyez, à vous obstiner à dire, puisque Akpona a déclaré qu'il y a siphonnage, Akpona peut être expert comptable en chef. Il peut être celui qui, désormais, écrit les curricula de formation en expertise comptable. Il peut choisir, lui, là, à Parakou, dans la peau de politique, de dire des choses les plus insensées du monde. Je suis d'accord que le manteau de membre du gouvernement et le manteau d'intellectuel accompli, et surtout de quelqu'un qui est d'un domaine technique où on fait les contrôles, donc on ne fait pas des déclarations en l'air, eh bien, quand quelqu'un comme ça parle, on peut dire non, ça ne peut pas être anodin. Il se fait que devant la loi, ce n'est pas parce que votre statut devrait vous permettre de maîtriser les choses que tout ce que vous dites doit être érigé en vérité. Tout au plus devant la justice, votre statut devient une situation aggravante pour vous. C'est-à-dire que si c'est un citoyen lambda, politique qui n'a aucune formation technique comme ça, qui fait une telle déclaration, on peut lui intenter un procès en diffamation. Mais le juge, en lui parlant, en faisant des reproches à celui-là, va observer, peut-être son avocat va soulever que, bon voilà, son client n'a pas conscience de ce que cette matière-là, on n'en parle pas comme ça. Mais pendant on dira, non, tout le monde sauf toi. Mais il faut bien que quelqu'un se plaigne contre Akpona. Non, je vous en prie, retenez que c'est encore la loi qui dit, s'il n'y a pas plainte, il n'y a pas, si le gouvernement ne se plaît pas, si comment on appelle, la justice ne s'auto-saisit pas de l'affaire, parce que pour que la justice a beaucoup de choses à faire, pour que la justice s'auto-saisisse d'une affaire, c'est elle qui apprécie la gravité aussi de la chose. Donc moi je vois à travers ce que vous dites, un plaidoyer pour que le peuple puisse avoir l'information. Mais je crains que vous soyez dans l'orientation, d'accord, dans la pression pour que ce que le peuple doit entendre là, soit que, puisqu'on a utilisé le mot siphonnage, il faut bien qu'on trouve qu'il y a siphonnage, qu'on trouve qu'il y a eu du détournement. Calmez-vous, aucune question. Je reprends la police, vous avez chacun eu la parole. En fait, ce que peut-être... Non, attendez, je vous en prie, attendez. Monsieur Lokossou, retenez que c'est le même qui a dit qu'il y a siphonnage, qui est revenu dire qu'il n'y a pas siphonnage. La commission est venue dire qu'après enquête, on n'a rien trouvé, donc acte, en fait. Donc, celui qui a porté plainte est venu assister à un résultat et se sont salués. Est-ce que si on vous dit qu'il n'y a rien, on n'a rien vu, est-ce que la justice a quelque chose encore à faire? Point d'interrogation. Maintenant, est-ce que la plainte va prospérer après cette commission, enfin ce rapport? On verra, en fait, laissons donc à l'évolution de l'affaire et on aura le temps de revenir sur le dossier. Je vous en prie. On va continuer dans nos échanges et aborder notre seconde thématique. L'Agence nationale d'identification des personnes a lancé depuis le 4 août 2025 une plateforme numérique permettant aux électeurs de vérifier ou de transférer leur centre de vote. Une innovation annoncée depuis le 14 juillet qui constitue une avancée notable peut-être pour en finir avec le reproche de délai de consultation court après l'affichage. Julien Triti, je commence par vous. Mais je trouve que c'est une bonne chose, c'est relatif donc de l'ANIP. Moi, j'attendais le nouveau directeur général là sur des questions du genre parce que on nous avait donné
un goût assez intéressant des efforts, des innovations que l'ANIP est en train de faire. On a, je pense qu'après un certain nombre de polémiques entre politiques, on a tous convenu dans le pays de ce que c'était bon de pouvoir identifier toutes les personnes béninoises et pouvoir extraire de cette liste-là, la liste électorale, donc de ces citoyens qui sont en âge de voter. Et après, il suffit pas de faire ça, il faut pouvoir maintenant faciliter, régler les petits couacs qui font que le jour d'élection ou la décision d'aller voter, accomplir cet acte civique, devient comme une corvée pour les citoyens. Quand quelqu'un doit se lever de chez lui en se disant « je peux aller dans le centre de vote maintenant » et qu'on va me dire que je dois aller voter à 5 km, après je prends mon argent, je fais des kilomètres pour aller voter, et surtout que il y a un gros fossé entre le politique, le leader qui donc est à la quête du poste électif, et puis le citoyen dont il négocie l'adhésion à sa cause. Le citoyen, c'est vite fait qu'ils se disent bon, c'est pas la peine de le faire. Et il y en a qui peuvent même rester chez eux. Alors que vous savez très bien, la question de taux de participation à nos élections, c'est devenu sempiternelle question qui se pose et chacun l'interprète à sa manière. On pense que les élections ne sont pas bien organisées. Certains pensent qu'il y a une désaffection totale entre les populations et la chose politique. Et puis, dans un contexte où il faut évoluer en ajoutant, en intégrant les nouvelles technologies, je pense que l'ANIP fait bien en faisant ça. Et l'ANIP fait surtout bien en faisant ces annonces-là dès maintenant. J'ai vu il y a quelques semaines des posts sur les réseaux sociaux de quelques leaders, pour la plupart de l'opposition, et d'autres personnes aussi, un peu neutres, qui donnaient des astuces pour pouvoir vérifier son poste de vote, pour chercher à changer ce qu'il faut faire. On fait comme dans les ISM, là on dit pour vérifier si tu es sur écoute, pour vérifier si tu as de crédit, ça ne se joue pas à ce niveau. J'ai trouvé que c'est léger. Et donc, qu'une structure comme l'ANIP vienne nous dire très tôt, nous sommes encore à plusieurs mois des élections, ça veut dire que les citoyens béninois ont le temps de faire ces réglages-là, de faire les options, et que le jour du vote, tout puisse bien se passer par rapport à l'état que nous situons dans l'innovation technologique au service des élections. Parce que un jour, je rêve que dans mon pays, il soit arrivé que grâce au numérique, on fasse des élections un jour et dans la soirée déjà, on puisse avoir les élections. Ça aussi, c'est une progression. Et je finis en vous disant que ça me rappelle quelque chose que mon père m'a dit avant de mourir. Il dit le développement, la réussite, ce n'est pas de se lever un matin, d'être champion, toute catégorie confondue. C'est de poser un pas, puis deux, puis trois, mais assurément vers l'avant. Donc je pense que nous sommes en train d'avancer et c'est une bonne chose. Et merci au gouvernement aussi de donner les moyens à l'ANIP de faire ça, parce que ça nécessite beaucoup d'investissement et un gouvernement n'aurait pas mis les moyens à disposition que même avec l'expertise du directeur et de son équipe, il ne serait pas à ce niveau. Maintenant, il faut que les populations puissent éviter la manipulation politique et aller vers ce qu'on leur demande de faire pour tenter. On ne perd rien à tenter, à savoir et à donner l'alerte en même temps pour corriger même ce que propose l'ANIP. Justement, cette innovation fait partie, on peut dire, des demandes de l'opposition au vu des difficultés qu'on a connues, je pense, en 2023, par rapport au centre de vote qui était dispersé. On a vu les alertes sur les réseaux sociaux. Une réponse, on peut dire, très prompte sur une situation qu'on a connue, c'est Gino Lokosso. Je crois que oui. C'est à l'actif du gouvernement et de l'ANIP aussi, parce que vous l'avez rappelé tantôt, l'un des reproches que les partis prenantes, notamment l'opposition, avaient fait en 2023 et bien avant, par rapport aux élections et notamment le taux de participation, c'est que les bureaux de vote, comme vous l'avez rappelé, étaient dispersés. Et tu es à Abomey-Calavi, on t'envoie ton bureau de vote. Tu es peut-être en plein cœur d'Abomey-Calavi, on t'envoie ton bureau de vote à Glo, un peu loin, et les populations disent je n'ai aucun intérêt à aller loin. Et donc, elles préfèrent rester chez elles à la maison. Je pense qu'avec cette innovation de l'ANIP, ça va permettre à ce que les gens très tôt puissent déjà prendre connaissance de leur bureau de vote, de voir s'il y a des incorrections, des choses à corriger en ce qui concerne ces bureaux de vote-là, leur nom, pourquoi pas aussi. Je crois que ça fait partie de la volonté politique des gouvernants actuels qui voudraient quand même mettre en place des choses, des réformes
pas seulement pour cette gouvernance-là, mais pour l'avenir, pas seulement pour les élections de 2026, mais au-delà de 2026, que nous ayons quand même, après 65 ans d'indépendance, que le Bénin puisse avoir non seulement des acquis démocratiques, mais également montrer que oui, il a pris le temps de faire cette marche démocratique-là, de faire plusieurs élections, et donc il faut quand même que le jeu électoral, tout ce qui entre en ligne de compte en ce qui concerne les élections, soit adapté à nos réalités actuelles. Et là, les réalités actuelles, mon co-débatteur l'a rappelé, c'est le numérique. Et donc, il faut quand même qu'avec ce numérique-là, nous puissions avoir des avantages. C'est-à-dire quoi, même si ton bureau de vote est à côté ou n'est pas loin, enfin, tu puisses quand même en 2-3 clics voter pour que ça facilite la transparence tout en souhaité par les parties prenantes des élections, notamment la mouvance et l'opposition. Ça crédibilise les élections également, parce que de la fiabilité du fichier électoral dépend également la crédibilité des élections. Et donc je pense que c'est non seulement à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif de l'ANIP, c'est également à l'actif du peuple béninois, parce qu'aujourd'hui on peut se targuer d'avoir un fichier électoral propre, consensuel entre griffes. On peut également se targuer de voir que l'ANIP est en train de mettre les bouchées doubles pour éviter un certain nombre de choses, un certain nombre de réclamations liées au bureau de vote qui sont dispersés par-ci par-là. Et c'est peut-être le moment plus que jamais pour les partis politiques de se saisir de cela et faire la sensibilisation pour ne pas attendre l'affichage systématique et parler de délais courts. Monsieur Defodji. Exactement, au-delà de remercier et de jeter les fleurs à l'ANIP, au gouvernement qui a mis les moyens en place, c'est le moment d'exhorter les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, à faire diligence pour mobiliser les partisans, pour mobiliser le peuple béninois, à vérifier son bureau de vote, à pouvoir apporter les corrections nécessaires. Parce que le fichier peut être bel et bien mis en place, ça peut être un fichier de qualité, comme les experts récemment l'ont certifié, mais si chaque Béninois ne vérifie pas à temps son bureau de vote, n'apporte pas les corrections qu'il faut au moment opportun, ce sont ces mêmes partis politiques qui viendront nous dire que la participation est faible parce que les citoyens ne sont pas allés voter. Pourquoi les citoyens ne sont pas allés voter? Parce qu'ils ne connaissent pas leur bureau de vote, ou leur bureau de vote est assez éloigné de leur lieu actuel de résidence ou de travail. Donc ça, c'est très important. Ce n'est pas le moment de polémiquer ou de rester dans les fauteuils. Les partis politiques doivent saisir la balle au bon, apporter les informations au fin fond du Bénin, à tous les partisans, les groupes ou les écoles des partis. Ils doivent pouvoir communiquer, faire pourquoi des partenariats avec des radios communautaires pour communiquer l'information suffisamment pour que ça soit corrigé. Parce que malgré qu'il y a 3 moyens de vérification, il y aura l'affichage, donc le moyen traditionnel, il y a l'application donc sur le plan numérique, iOS ou Android, ou sur le site internet, vous pouvez le faire. Il y a également le portail USSD via étoile 151 dièse qui vous permettent ces moyens-là de vérifier et de changer votre bureau de vote. Mais votre centre de vote. Votre centre de vote. Mais il faut noter qu'actuellement, avec les dispositions prises, vous avez le choix de quitter le point A où vous étiez pour passer au point B. Et ce point B, considéré par l'ANIP, c'est le dernier enregistrement de votre résidence que vous avez eu à faire. Donc, si vous avez pris une attestation de résidence il y a peut-être 6 mois ou 1 an, vous étiez à Parakou, sur la plateforme, vous aurez le choix de Parakou. Donc, ce qui veut dire, parce que j'ai vu des publications où les gens ont dénoncé le fait qu'ils ne pouvaient pas passer à une autre ville, qu'il faut d'abord modifier votre résidence que vous avez enregistrée récemment, au fait. Comme moi, je l'ai fait récemment, quand j'ai pris mon attestation de résidence, j'ai enregistré Cotonou, donc directement, c'est Cotonou uniquement, ça m'a proposé. Donc, il faudrait que ceux qui sont dans le cas sachent qu'en amont, il faudrait qu'ils fassent une mise à jour au niveau de la résidence avant de pouvoir faire la modification du centre de vote conformément à ce qu'ils désirent. Et c'est un rôle également des partenaires sociaux qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour que tous les Béninois en âge de voter puissent prendre les dispositions qu'il faut. Bon, c'est vrai que c'est le numérique, mais toutes les zones ne sont pas couvertes par le numérique. Julien Kitty. Oui, c'est justement pourquoi toutes les possibilités, plusieurs possibilités sont offertes aux populations. Voilà, la part du territoire béninois qui n'est pas couverte par le numérique comme cela se doit. Et là encore, pour le temps dont disposent les citoyens, si les partis politiques font correctement la sensibilisation, si ce qui reste de la société civile, et ça c'est un gros regret pour moi,
parce que j'ai vécu des époques dans ce pays où ces genres de questions, lorsque vous prenez les organisations de la société civile, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, se lancent très tôt dans ça. L'information passe dans toutes les langues. Et lorsqu'on arrive dans chaque localité, on tient compte des réalités de cette localité pour dire aux populations, ok, là où vous tous, très peu de gens, vous avez Android ici, voilà l'autre possibilité qui s'offre pour que tout compte fait, vous puissiez connaître votre centre de vote, pour que vous puissiez comprendre que vous avez la possibilité de faire des changements à temps. Mais les membres des partis politiques, on se voile pas la face, les acteurs qui ont intérêt à ce que les populations aillent voter pour eux, ils savent très bien comment ils font parfois en prenant en charge un certain nombre de choses, comment ils savent organiser même presque des audiences foraines pour être avec les militants pour dire, ok, d'accord, vous n'avez pas Android et tout, mais les coordinations existent. Si vous avez des vérifications à faire, allez, mettez-vous ensemble, on organise au détour de nos meetings. C'est plus concret de dire ça que d'être dans le style vous et là, où on accuse sur du néant, on pense qu'il faut faire la politique tout le temps polémique, et finalement la population ne s'y retrouve pas. Donc je pense que j'ai vu un exemple lorsque le gouvernement du président Patrice Talon a tamisé, amélioré le programme de microcrédit aux plus pauvres, a augmenté la cagnotte et tout ça. J'ai vu des partis politiques organiser des rencontres avec leurs militants autour de microcrédit à l'AFIA pour dire, très bien, le gouvernement a telle chose. Et l'une des difficultés que les populations avaient, c'était d'avoir des SIM, d'accord, en leur nom. Donc, pour avoir cet argent directement, parce que l'une des innovations du gouvernement actuel, c'est ça. C'est pour que l'argent ne transite plus entre les mains de gens qui détournaient pour dire c'est l'argent politique. Alors, j'ai vu des séances où on a invité des représentants de réseau GSM venir là. Et, en une seule séance, beaucoup de femmes ont fait leur enregistrement sur ce réseau-là et ont eu leur 4 SIM en leur nom avec les pièces et tout. Du coup, plus aucune femme n'a de difficulté à recevoir son argent. Mais pourquoi là, les zones où il y a de ces difficultés à avoir accès peut-être à Internet et tout, est-ce que les partis politiques n'organiseraient pas quelque chose du genre? Et pendant des mois, si on vous demande d'avoir accès à Internet une fois pour régler ce problème, si vous êtes un bon citoyen et que ça vous préoccupe, si vous n'avez pas Internet dans votre coin, attendez, dans votre coin là, vous avez un autre frère qui a Android, et durant ce mois-là, vous avez dû faire un tour dans une ville où l'Internet marche. Donc, je pense que comme j'ai entendu le chef de l'État dire quelque chose la fois dernière, j'ai ressenti ça comme un choc et en même temps une vérité qu'il disait et qui est une réalité. Il dit qu'au Bénin, là, on aime se faire peur et que ce n'est pas bien. Vous voyez, quand les problèmes arrivent, il ne faut pas célébrer leur côté difficile, mais il faut plutôt prendre le temps de réfléchir, d'abord de comprendre que c'est pour avancer, ensuite réfléchir à comment nous réglons le problème, parce que refuser de réfléchir pour régler un problème est plus criminel que d'être victime d'un problème grave, ou bien de se voir brimé par quelqu'un qui en aurait intérêt. L'ANIP n'a aucun intérêt à brimer les citoyens, c'est pourquoi les annonces sont très tôt faites. Donc, les excuses du genre, comme Angèle Toboula le dit là, j'ai supposé que c'est pour poser la question. J'ai posé une question, Julien. J'ai posé une question claire et vous y avez répondu. Bon, alors donc, tous les Béninois, je voudrais, il y a des gens, vous allez entendre des gens, hein, et le plus grave, c'est des gens apparemment sérieux. Ils vont encore dire, ah, mais voilà, les propositions qui sont faites, là, on dit innovation, mais il n'y a pas Internet partout, comme si, avant qu'on aille aux élections, en 2026... Là, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, ou plus ou moins presque impossible d'aller dans un hameau, dans un village, dans une famille au Bénin sans avoir au minimum un téléphone. Donc un seul téléphone suffit à ce que vous puissiez le faire. C'est un peu comme vous achetez du crédit ou vous activez des forfaits. Donc tous les moyens sont mis à disposition, comme vous l'avez dit. Donc, les partis politiques, exactement, les partis politiques peuvent même former des mandataires qui iront dans des villages pour aider les vieilles personnes, les personnes analphabètes du numérique qui pourront changer leur centre de vote si nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce numérique n'est pas suspensif
immersif de l'affichage classique. Très bien. Exactement. Donc, du coup, en plus, les dispositifs dans les arrondissements, dans les plus de 500 arrondissements que nous avons, sont renforcés pour que des réclamations soient faites physiquement et que ça soit enregistré. Donc, bien, allez, Sagino, vous avez un mot pour finir. Moi, je pense que c'est tous les organismes en charge de l'organisation des élections doivent quand même déployer ce qu'il faut pour que cela soit organisé comme cela se doit. Je pense que le rôle de sensibilisation revient plus à cette agence-là, à la NIP, qui doit quand même nouer des partenaires avec des radios communautaires, parce que je crois que dans tous les départements se trouve une radio communautaire. Donc, il y a aussi la sensibilisation à travers les radios, oui, les partis politiques aussi, parce que la réforme du système partisan voudrait que les partis aient de l'ancrage sur toute l'étendue du territoire national. Il faut insister sur le fait que la NIP va faire sensibilisation, excusez, je m'excuse, hein. La NIP va faire la sensibilisation, mais vous connaissez très bien, vous voyez, il y a des militants dans des coins au Bénin qui ne vont croire en cette affaire que quand leur leader viennent leur dire oui, c'est vrai, ça c'est technique. Donc, si possible, il faut que la NIP accepte faire peut-être sa campagne de sensibilisation en invitant les partis politiques qui désirent être là, ou que les partis politiques organisent et invitent les techniciens de la NIP pour venir expliquer. La NIP, je crois, va rendre disponible ces cadres pour aller le faire. Oui, allez-y, c'est pour une dynamique les échanges. Donc, allez-y. Évidemment, donc, je pense que c'est ce faisant, toutes les populations, quelle que soit la commune ou le département, seront informées par ces genres d'initiatives qui, quand même, va essayer de renforcer un peu le taux de participation, parce que le grief qui est souvent fait, c'est que les centres de vote ne sont pas proches, parce que tel est dans tel village, il se retrouve dans 3 villages après son village, donc c'est compliqué pour lui. Donc je pense que c'est une bonne initiative. On va espérer que les uns et les autres, les parties prenantes puissent s'activer pour que ça soit effectif. Mais on peut noter quand même que ces élections à venir, il y a beaucoup d'innovations numériques autant de du côté de l'ANIM que de la Sénat. Donc c'est à l'ère du numérique évidemment. Merci beaucoup Julien Kitty, vous êtes chroniqueur politique. Merci. On se dit à bientôt. À très vite. Merci Aimé Juste Defodji, analyse politique. Merci. Et vous, Sagine Lokosu, merci beaucoup. C'est moi, je reste. À très bientôt. Ouais, je reste. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Je vous rappelle que toutes nos productions restent toujours disponibles sur nos plateformes numériques. Téléchargez notre application E-Télé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Nous sommes également disponibles sur YouTube avec le nom E-Télé Bénin. E-Télé avec vous. Pour vous, très belle soirée ou très bonne journée selon l'heure d'écoute et à bientôt.